Bonjour à tous. Aujourd'hui, on revient sur un sujet d'aromathérapie, c'est parler de la voie d'administration respiratoire des huiles essentielles. Il y a en fait deux grandes disciplines dans cette voie d'administration qui est la diffusion. La diffusion est plutôt destinée à un usage collectif pour la famille, les intérieurs, un usage professionnel, etc. Et puis l'olfactothérapie qui a une vertu thérapeutique d'équilibrage psycho-émotionnel. Donc ici, c'est un travail personnel, individuel. Je vous montrerai tout à l'heure comment on pratique une séance de olfaction qui viendra compléter le sujet, la vidéo, l'interview qu'on a fait avec Marielle Giraud sur quelles huiles essentielles peuvent vous aider en ce moment dans l'intégration émotionnelle de cette période. Et donc je vais vous montrer la pratique d'olfactothérapie. Dans la première partie de ce sujet, donc on va parler plutôt de la diffusion collective. Hein. Vous avez souvent pas mal de questions. Quel diffuseur je dois utiliser? Combien de gouttes je mets? Voilà. Donc c'est redéfinir un petit peu ça. Première chose dans ce mode de diffusion collective, je voudrais rappeler là encore toujours les règles de bonne pratique, de bon usage et de bon sens des huiles essentielles. Bonne pratique, pourquoi? Parce que en fait, à partir du moment où on va respecter un bon usage et d'avoir toujours un usage modéré, tempéré, l'équilibre des huiles essentielles, il y a aucune raison que vous soyez en face de certains risques toxiques comme des fois, voilà, vous pouvez le craindre. Donc déjà, je rappelle toujours sur des risques potentiels en aromathérapie, c'est surtout la voie orale, la voie d'ingestion qui est à risque. Après la voie cutanée, et en dernier lieu la voie respiratoire. Donc déjà c'est vraiment la voie d'administration où vous avez le moins de risques. Et après, quand je vous parle, là, ça fait 3-4 fois que je nomme cette notion de risque, celui-ci pourrait intervenir si vous diffusiez de manière intensive et complètement excessive en fait les huiles essentielles. On doit différencier les situations. Déjà, donc, on va avoir le type de diffuseur utilisé, que je vais vous expliquer juste après. On a des diffuseurs à chaleur douce, des diffuseurs ultrasoniques à sec ou humides. Ça va pas du tout, en fait, entraîner la même saturation d'air en huile essentielle. Donc, le type de diffuseur utilisé est principal. Après, il y a le temps de diffusion qui est important, le volume de la pièce, l'aération de la pièce aussi, et puis le type d'huile essentielle utilisée. Là, juste pour nommer, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'huiles qu'on va pouvoir diffuser assez facilement, je vous donnerai la liste aussi dans cette vidéo. Mais si on prend le cas par exemple d'une huile essentielle dite phénolée comme la cannelle, qui serait peut-être en effet une des huiles essentielles qu'on va éviter de diffuser parce que ça peut irriter les voies respiratoires, il y a une différence entre ne mettre que de la cannelle dans son diffuseur électrique ou une synergie d'huile essentielle où dedans il y a 5% de cannelle. Le sujet n'est pas le même. D'accord ? Donc voilà, principe de réalité, ça rejoint un peu encore le sujet des huiles essentielles anti-inflammatoires. On ne peut pas juste pointer du doigt voilà, une action ou une situation et de faire une vérité de ce petit point sans regarder l'entièreté d'un contexte. Voilà. Alors, les différents types de diffuseurs. Il y a 3 grandes familles. Il y a quelques autres, on va dire, modèles originaux dont je ne vous parlerai pas ici. Donc, les 3 grandes familles principales. C'est tout d'abord les nébulisateurs qu'on appelait auparavant les ultrasoniques à sec. Les ultrasoniques avec une cuve à eau, donc les ultrasoniques dits humides, et les chaleurs douces. Voilà, c'est les 3 familles principales. Tous ont des intérêts, des défauts. Donc en fait, il n'y aura pas de bon diffuseur ou de meilleur l'un que l'autre. C'est plus en lien avec ce que vous allez vouloir en faire, comment vous allez vouloir le pratiquer. Voilà, donc je vais vous décrire les caractéristiques de ces 3 grandes familles. Tout d'abord, donc les nébulisateurs ultrasoniques à sec. Je vous montre, donc ici, c'est un modèle parmi d'autres, mais c'est juste pour vous illustrer que vous voyez à quoi ça correspond. Donc c'est les diffuseurs avec les ampoules en verre. Donc le grand intérêt de cette famille des nébulisateurs, c'est déjà une microdispersion des huiles essentielles en micro-gouttelettes, ce qui fait qu'au niveau de la voie respiratoire, ça va pouvoir aller vraiment très loin au niveau des bronches, donc être plus efficace. Donc c'est les plus techniques, les plus efficaces au niveau thérapeutique de la voie respiratoire. C'est aussi les plus efficaces en termes de diffusion dans l'air ambiant, ceux qui vont concentrer et saturer l'air ambiant le plus rapidement.
Donc, pour ça, c'est efficace, c'est technique, c'est les tout premiers diffuseurs qu'on utilisait, donc les diffuseurs, on va dire, préférés par les puristes et les anciens de l'aromathérapie. Voilà. Par contre, on va dire que les contraintes, c'est justement ce risque de saturation de l'air ambiant. C'est des diffuseurs pour lesquels vous entendiez les recommandations, pas plus d'un quart d'heure pour une pièce. Donc, il faut penser à l'arrêter. Si vous savez que vous êtes vite à vous disperser ou à penser à d'autres choses, c'est un diffuseur qui ne vous conviendra pas. C'est un quart d'heure, il faut penser à l'arrêter, sinon vous risquez de saturer l'air ambiant en huile essentielle. Voilà. Donc, on pense à arrêter le diffuseur. D'autre part, c'est un objet éventuellement fragile. Comme il y a une ampoule en verre, voilà, il y a un risque de le casser assez facilement. Il y a aussi une tubulure en verre assez fine, donc c'est des diffuseurs, si vous ne les utilisez pas pendant une quinzaine de jours, par exemple, il faut penser à reverser vos huiles essentielles. Si vous laissez les huiles essentielles sans usage, vous risquez de colmater, de boucher, donc ça va demander un entretien avec du vinaigre blanc ou de l'alcool pour pouvoir le nettoyer correctement. Donc voilà, on pense, enfin, soit on a un usage régulier, soit on pense à le vider, à nettoyer son diffuseur. Sinon, en dehors de casse, normalement, c'est un diffuseur qui est censé durer quand même un certain nombre d'années, je dirais une dizaine d'années, s'il n'y a pas d'accident particulier. Voilà, première catégorie. Deuxième catégorie, alors je vais d'abord vous parler des chaleurs douces, parce que l'entre-deux, ça sera l'ultrasonique à eau. Les chaleurs douces, c'est vraiment l'autre opposé par rapport aux nébulisateurs. Les chaleurs douces, c'est plus pour un usage quotidien. C'est vraiment celui que vous pouvez brancher du matin au soir parce que vous n'aurez pas de risque de saturation de l'air ambiant. Alors chaleur douce, ça veut dire que ça chauffe en dessous de 50-45 degrés, donc on ne risque pas de brûler les huiles essentielles. Autant on n'aime pas utiliser les brûle-parfums, on n'utilise pas du tout dans la diffusion d'huile essentielle, autant à chaleur douce, il n'y a pas de souci. C'est tiède, donc ça ne risque pas de brûler vos huiles essentielles. C'est très peu consommateur d'huile essentielle, donc forcément, si vous en mettez peu dans votre diffuseur, c'est aussi très peu qui sera diffusé dans l'air ambiant. Voilà, donc là, on peut l'oublier, on est avec des amis ou on est professionnel, le diffuseur est dans la salle d'attente. Voilà, vous ne l'éteignez pas, vous n'avez aucun risque de saturation. Donc on les apprécie beaucoup pour ça. Donc je dirais que voilà, très bien pour l'ambiance, pour assainir de manière générale, mais c'est sûr que si c'est pour assainir une chambre de malade, en période de pathologie, on préfère les nébulisateurs. Le chaleur douce, c'est pour une quotidienneté, d'accord? C'est plus pour la prévention, voilà. Donc voilà, ils sont un peu moins techniques. Par contre, c'est des diffuseurs qui sont très faciles d'entretien aussi. On a pas mal de productions françaises sur les chaleurs douces, donc des notions de localité aussi, hein, de production. Et c'est des diffuseurs souvent que vous pourrez garder, pareil, peut-être une dizaine d'années a priori, hein, d'accord? Voilà, donc c'est un peu les deux opposés, donc en fait ils cohabitent. Moi personnellement, tout le monde ne va pas s'acheter deux diffuseurs, mais quand on est un peu passionné par l'aroma, que ça fait partie d'un mode de vie, j'ai un chaleur douce pour le quotidien et un nébulisateur uniquement pour les périodes de pathologie. Et puis, il y a quelques années, est arrivée une troisième famille de diffuseurs, donc les ultrasoniques avec des cuves à eau. Et en fait, il est pile hybride dans l'intérêt entre les deux premiers. C'est peut-être ceux qui sont le plus achetés aujourd'hui, hein, c'est ceux que vous avez le plus, donc je vous montre le modèle. Donc, il va bénéficier, on va dire, de l'intérêt des deux diffuseurs. À la fois, on a une micro-dispersion des huiles essentielles, donc au niveau technique, il est intéressant. Dans les cuves à eau, on va mettre... Alors, vous nous demandez souvent le nombre de gouttes, ça dépend de votre modèle et du volume de la cuve de votre diffuseur. Mais généralement, c'est entre 5 pour les plus petites cuves jusqu'à 15 gouttes pour les plus grandes cuves. En aucun cas, hein, ces types de diffuseurs ne servent d'humidificateur d'air. Hein. Les cuves ne sont pas assez grandes, c'est uniquement pour humecter l'inhalation, éviter un assèchement des voies respiratoires. Donc en ça, c'est bien. Comme on met que 5 à 15 gouttes dans la cuve et que cette cuve fait généralement pour plusieurs heures de diffusion, on ne risque pas de saturer l'air ambiant en huile essentielle. Voilà, donc il y a les bénéfices techniques du tout premier, le nébulisateur, et en même temps les bénéfices du chaleur douce dans le sens où on n'y risque pas de saturer l'air ambiant. Donc c'est vrai qu'ils paraissent être quand même peut-être les préférés. Hein. Voilà, ils sont ce côté double usage.
Pour autant, le fait qu'il y ait une cuve à eau fait que déjà ça s'entartre très rapidement. Ce sont des diffuseurs qui sont très fragiles, j'ai envie de dire. Donc il faut les nettoyer au vinaigre blanc ou à l'alcool au moins une fois par semaine. Et même en les entretenant correctement, généralement ils vont avoir une durée de vie en fait assez courte. En gros, hein, en moyenne, je m'engage pas là-dessus, mais en moyenne c'est 2-3 ans. Voilà, donc c'est vrai que c'est un investissement différent. Donc ils sont bien, mais c'est un usage voilà, plus bref dans le temps. Et puis très souvent, très clairement, là on est sur des productions, des fabrications asiatiques, donc on est aussi sur une économie tout à fait différente. Donc on peut avoir des choix aussi par rapport à ça. Et puis dernière chose, c'est si vous l'entretenez pas suffisamment, au-delà du calcaire, il y a de l'eau, donc au niveau bactérien, c'est pas forcément génial. Donc c'est quand même des diffuseurs qu'il faut entretenir régulièrement. On laisse pas l'eau stagner, il faut s'en occuper aussi. Voilà, donc je pense que ça vous aura brossé un petit peu le tableau de ces 3 types de diffuseurs. Donc les 3 ont des intérêts, des défauts. Personnellement, ma préconisation donc, va plutôt sur un chaleur douce pour le quotidien et un nébulisateur pour les périodes de pathologie, mais voilà, l'ultrasonique permet d'avoir qu'un diffuseur aussi. Bon, voilà. Donc chacun fera son choix. Avant d'aborder l'olfactothérapie, brièvement, 2 autres petits modes d'inhalation des huiles essentielles, c'est l'inhalation humide, donc dans un bol d'eau chaude, et l'inhalation sèche sur un mouchoir ou sur un stick inhaler. Donc le bol d'eau chaude tout d'abord. C'est donc la bonne inhalation quand on est bien encombré au niveau soit des bronches, soit des sinus. Pour l'inhalation humide, donc dans un bol d'eau chaude, on va déposer le couvercle d'un pot de confiture qu'on retourne. On va déposer 6-7 gouttes d'un mélange d'huile essentielle respiratoire et vous allez mettre ce couvercle sur votre bol d'eau chaude, votre serviette, votre torchon et vous mettre pendant un quart d'heure, 20 minutes au-dessus. Ce principe du couvercle flottant sur le bol d'eau chaude va éviter en fait une évaporation massive des huiles essentielles et éventuellement un spasme pharyngé. De toute façon, le bol d'eau chaude, huile essentielle ou pas, hein, là c'est pas le sujet des huiles essentielles, le bol d'eau chaude généralement est contre-indiqué chez l'asthmatique parce que justement cette vapeur massive peut entraîner un bronchospasme. Donc généralement les asthmatiques le savent, ils ne l'utilisent pas. Mais d'autant plus quand vous mettez vos huiles essentielles, pour tout un chacun, on cherche plutôt une inhalation douce et tranquille. Donc ce petit système permet une évaporation beaucoup plus douce et sur le quart d'heure, 20 minutes d'inhalation que vous allez faire. Après, les personnes qui ont un inhaleur en plastique, c'est d'autant mieux. Voilà, je vous rappelle qu'après une inhalation humide, on ne sort pas pendant au moins les 2 heures qui suivent à l'extérieur parce que ça entraîne une dilatation des bronches et on va éviter du coup d'aller s'exposer dehors avec poussière, autres polluants ou pathogènes. Voilà, donc on reste tranquille chez soi après une inhalation humide. Pour l'inhalation sèche, donc c'est le principe uniquement sur un mouchoir, on met 2-3 gouttes d'huile essentielle, on va respirer les huiles, ou encore les inhalateurs en plastique, les petits inhaleurs, donc avec un tampon qui peuvent servir en fait uniquement en respiration nasale après. Généralement, les inhaleurs sont plutôt utilisés pour tout ce qui est encombrement au niveau des sinus. Voilà. Donc, on passe à l'olfactothérapie, qui est un sujet souvent que vous attendez et qui est tout à fait passionnant. Donc là, c'est la partie individuelle, donc travail d'accompagnement psycho-émotionnel. Donc l'aromathérapie est une discipline qu'on dit globale ou holistique parce qu'elle travaille aussi bien sur un plan physique, énergétique et au niveau psycho-émotionnel ou dit encore informationnel. Quand vous respirez en fait une huile essentielle, par l'inhalation, vous avez donc des récepteurs sur la muqueuse nasale qui se transforment en nerf olfactif qui va énerver directement une partie du cerveau, le système limbique, où siègent entre autres les zones de la mémoire, des émotions et aussi l'activation du système nerveux autonome. Donc juste par l'inhalation d'huile essentielle, vous allez avoir une activité sur ces zones-là, une sollicitation. Donc on a vraiment un travail sur la mémoire et l'intégration d'émotions grâce aux huiles essentielles. Le grand intérêt aussi, c'est que il n'y a pas d'analyse de l'odeur d'abord par le néocortex, c'est-à-dire ce que ça veut dire, c'est que vous le vouliez ou non, quelle que soit votre conscience, en fait, l'huile essentielle va travailler sur une régulation en fait de vos émotions. Donc c'est très intéressant.
par rapport à différents carapaces, différents barrages que l'on peut avoir dans l'intégration de certaines émotions. En aucun cas, hein, ça viendrait chanter un travail psychologique et ça permet d'intégrer en fait les émotions convenablement, vraiment. Alors, ce que j'aime bien toujours aussi reparler d'un petit sujet ici, on va dire polémique entre guillemets. Enfin non, ça l'est pas, mais c'est juste voilà, éveiller votre regard là-dessus. C'est que dans le domaine du marketing, en marketing olfactif, alors il est quand même connu depuis des années de l'impact des odeurs sur un comportement d'achat. Donc il y a des millions qui sont investis dans de la recherche de marketing olfactif. Là, au niveau thérapeutique, on met encore en doute, hein, on ne sait pas bien si ça marche, si c'est pas du charlatanisme, alors que voilà, en marketing, c'est validé, dans une approche bienveillante de santé, de rééquilibrage, d'accompagnement de l'individu dans une harmonie et un bien-être, voilà, on hésite encore un peu hein, sur l'activité. Sachez qu'il y a des études qui sont menées, qui ont été menées aussi bien dans certains même services hospitaliers, ou tout simplement, on va dire, au niveau neurologique. Donc il y a des choses qui sont sorties. Après, c'est sûr que c'est pas un médicament, donc il n'y a pas des études de grande instance qui sont menées sur l'olfactothérapie, mais pour autant, il y a beaucoup de bibliographie sur l'intérêt donc des huiles essentielles dans l'accompagnement psycho-émotionnel. Donc je peux que vous encourager, c'est vraiment un outil très efficace et qui est à portée de main de tout un chacun facilement, quoi. C'est très très facile de faire de l'olfactothérapie. Alors, le principe, c'est quand même bête, c'est plus vous allez respirer, plus vous allez avoir en fait la sollicitation de ces zones et ce travail d'intégration émotionnelle. Voilà. Pas très compliqué, il faut respirer. Voilà. D'où aussi d'ailleurs toutes les techniques respiratoires hein, qui sont tout à fait importantes. Donc, mais comment je respire mon huile essentielle? Puis, pour pas mal d'entre nous, on a besoin d'avoir une petite structure, un petit protocole dans la journée. Donc, pour caler un petit peu les choses, généralement, un travail en olfactothérapie, c'est 5 minutes de respiration matin et soir sur 3 semaines. Voilà. Ça vous donne un cadre de temps. Si c'est 3 fois par jour, bah, c'est mieux. Et puis, sur le temps, généralement, en fait, voilà, ça dépend du besoin, de la sensibilité de chacun, mais des fois, même sur une dizaine de jours, ça peut être tout à fait suffisant. Voilà, mais ça vous donne déjà une certaine structure. Quand on indique 5 minutes à respirer matin et soir, c'est 5 minutes de disponibilité pour votre inhalation. Donc, on met le téléphone de côté, on essaye de s'isoler, on ne fait pas autre chose en même temps, c'est 5 minutes de respiration disponible. Donc juste pour rentrer en disponibilité, vous devez à peu près tous connaître plein de petits exercices respiratoires, de sophrologie, de cohérence cardiaque ou autres. Donc des applications de cohérence cardiaque hein, sur YouTube, vous en trouvez plein. C'est un exercice de donc 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire sur 5 minutes. Donc là, vous allez avoir tout un travail sur le système nerveux autonome qui va permettre de réguler ce système nerveux autonome. D'ailleurs, on aura aussi un impact immédiat du coup sur l'immunité, dans ce qui nous intéresse en ce moment, mais aussi du coup une action anti-stress. Donc on va coupler, tant qu'à faire, avec notre olfaction. Voilà, ça peut être un système associé cohérence cardiaque à inhalation, mais sinon vous n'êtes pas obligé, vous allez pouvoir faire une inhalation tout simplement, voilà, sans autre exercice obligatoire. Donc respirer, ça va être soit directement avec votre flacon, soit vous pouvez découper une petite bandelette sur un papier comme une touche de parfum. Il vous faut un papier légèrement épais ou un peu cartonné pour que ça se tienne, sur lequel vous mettrez à peu près 2 à 3 gouttes d'huile essentielle. Ouais, 2 à 3 gouttes, hein, ça suffit vraiment. Si vraiment, sinon même un angle de papier suffira. Pour les huiles essentielles les plus douces, on peut éventuellement mettre 2 gouttes sur les poignets et mettre les mains en cathédrale, donc de par votre nez, ou éventuellement 2 gouttes sous le nez, mais il faut vraiment que les huiles essentielles soient très très douces pour la peau. Donc le mieux, c'est quand même de passer par la bandelette papier, puis ça a un intérêt aussi, ou par le flacon directement. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir jouer avec la distance. Donc on va se mettre en disponibilité. Donc déjà, vous pouvez le faire assis, en tout cas il vous faut le dos droit. Donc ça peut être en tailleur, assis sur une chaise ou debout, ça peut se faire voilà, assez aisément. Et puis vous mettez rapidement dans votre respiration, vous écoutez votre souffle, à l'inspire, à l'expire, et puis vous faites un scan rapide de votre corps. On décroise les jambes, on met les 2 pieds dans le sol, on vérifie qu'on n'ait pas de tension particulière, donc on descend les épaules, vous vérifiez la souplesse au niveau de vos cervicales, voilà.
de votre colonne vertébrale. Faites attention à votre bassin qui soit bien posé. Voilà, les fesses, les cuisses, les genoux déverrouillés. Vous descendez jusqu'aux chevilles et bien les pieds dans le sol. Donc ça déjà, ça vous permet de vous poser et de vous centrer sur l'inhalation. Et puis donc vous écoutez votre respiration. Au début, votre bandelette, vous la gardez plutôt un peu éloignée. On prend le temps de rencontrer les flux. Il y a des relations olfactives qui seront plus évidentes et plus faciles que d'autres. Donc on prend le temps, voilà, à distance, et puis après vous pourrez monter tranquillement en fonction de la qualité relationnelle. Et puis voilà, vous naviguez pendant tout votre temps d'olfaction. Vous aurez mis éventuellement votre réveil, votre alarme pour avoir au minimum donc 5 minutes. Si vous pouvez pousser à 10 minutes, c'est déjà mieux. Mais au moins 5 minutes de ce temps et de vous laisser respirer. Donc vous laissez vraiment pénétrer les flux de l'huile essentielle. Et puis souvent en fait au début, vous allez avoir envie de la reconnaître. C'est pas l'objectif, hein, il n'y a rien à gagner ici, vous l'avez reconnue, c'est bien, mais passez surtout à autre chose quoi en fait. Donc l'idée, c'est d'aller écouter dans le corps où est-ce qu'elle travaille. Est-ce que ça travaille plutôt au niveau de la tête, au niveau de la respiration, au niveau digestif? Est-ce que ça descend dans les jambes? Est-ce que ça vous amène de la chaleur? Voilà, toutes les réactions en fait du corps. Et puis vous ferez attention aussi aux images qu'elles peuvent vous amener, à des souvenirs, à des impressions, à une attitude, à un mode de pensée en fait. Voilà. Et vous laissez faire. Il n'y a pas à juger, il n'y a pas à essayer d'analyser ce que ça veut dire. Hein. C'est pas du tout ça. Éventuellement, par contre, après ces 5 minutes d'olfaction, vous pouvez noter, un peu comme un journal, pour suivre au fil des jours l'évolution de la relation olfactive. Voilà, ça c'est intéressant et vous allez voir petit à petit quand vous relirez au bout de la fin du travail olfactif les premiers jours, vous verrez toute l'évolution, toute la progression psycho-émotionnelle au travers de ces olfactions. Voilà. Après, chaque huile essentielle a sa propriété, donc son information particulière. Donc là, par exemple, j'avais pris la camomille romaine, qui est, je pense, une des huiles essentielles, hein, qui peut le plus nous accompagner donc dans cette période, qui travaille sur les peurs, les sidérations, les blocages, les frayeurs, et qui est une huile essentielle donc qui nous ramène à des notions solaires, d'aller chercher nos ressources intérieures, de nous reconnecter à la source, à la vie. Voilà, d'y croire et d'aller chercher nos capacités propres intérieures, cette force et cette lumière. Hein. C'est une huile essentielle à la fois très douce, très forte et très solaire. Voilà. Voilà, espérant que tout ça vous donne des outils d'aide, je vous dis à très bientôt. Merci à tous.